Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le lundi 12 octobre et comme tous les soirs, nous sommes en direct avec vous et comme tous les soirs, vous connaissez à présent le principe de l'émission en compagnie d'observateurs et d'invités. Nous essayons de décrypter pour vous l'actualité nationale et internationale. Comme tous les soirs, vous êtes également habitués, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV, et le compte Twitter sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre sont Mounia Mrzak, vous êtes directrice de la communication et de la mobilisation des compétences des Marocains du monde, et cela au sein du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration. Bonsoir. Bonsoir. Tout ça tient sur une carte de visite, je le confirme. Maître Mohamed Alami, notaire à Casablanca. Bonsoir, oui, merci d'être avec nous ce soir. Zakaria Ferrano, vous êtes professeur en économie à l'université Mohamed V de Rabat et vous êtes chercheur en matière de stabilité financière. Dans quelques instants, Zakaria Fahim, expert comptable, nous rejoindra sur ce plateau. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Près de 28 milliards de dirhams. Non, ce n'est pas mon salaire, mais le montant des avoirs déclarés au 31 décembre 2014 dans le cadre de la vaste opération de rapatriement des avoirs marocains à l'étranger menée par l'Office d'échange l'année dernière. Il y a quelques semaines, mi-septembre plus exactement, le décret d'application des articles 4 et 6 de la loi 63/14 relative aux avoirs des MRE est sorti sans grande médiatisation. 9 mois après, retour sur cette opération inédite au Maroc et sur l'impact sur les Marocains du monde. Rapatriement des avoirs à l'étranger, c'est le titre de l'émission de ce soir. Un régime spécial, attractif et souple. C'est l'objectif de la loi 63/14 adoptée le 3 février 2015. Le Conseil de gouvernement a adopté le 10 septembre dernier le décret numéro 2-15-694, un décret pris en application des articles 4 et 6 de la loi 63/14. Le décret offre plusieurs avantages aux MRE. D'abord, un délai de déclaration de 3 à 6 mois pour ceux qui veulent transférer leur résidence au Maroc, puis la possibilité d'effectuer tout acte de disposition sur les avoirs et liquidités déclarés sans en référer à l'office d'échange. Ces MRE peuvent même conserver les liquidités en monnaie étrangère déclarées dans des comptes à l'étranger ou les rapatrier et les loger dans des cantons devises ou en dirhams convertibles au Maroc. Idem pour les ex-MRE qui ont déjà transféré leur résidence au Maroc sans accomplir les obligations de déclaration dans les 3 mois de la date de changement de résidence. Pour ce qui est de la législation fiscale, les résidents fiscaux marocains sont obligés de déclarer l'ensemble de leurs revenus étrangers au Maroc sous peine de sanctions d'assiette pour tout manquement aux obligations déclaratives. Des sanctions de recouvrement pour paiement tardif d'impôts sont également prévues. Les anciens MRE résidents au Maroc ou qui rentrent de manière temporaire sont appelés à procéder à une simple déclaration auprès de l'office d'échange. Le délai est fixé à 1 an à partir de la date de publication de la loi au bulletin officiel. Concernant le produit de la contribution libératoire, il est affecté au fonds d'appui à la cohésion sociale. Les déclarants bénéficient de 3 grands avantages. Ils peuvent payer la contribution libératoire au taux de 10% de la valeur d'acquisition et garder leurs biens immeubles, mais aussi leur portefeuille financier et les gérer en toute légalité. L'ouverture et le maintien de comptes à l'étranger liés à la détention des biens immeubles déclarés sont également assurés. La déclaration auprès de l'office d'échange libère de toute poursuite pour infraction à la réglementation de change. Depuis 2011, le Maroc est membre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Le Royaume a signé en 2013 la Convention OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Durant l'année dernière, le Maroc s'est engagé dans le processus préparatif à l'échange automatique d'informations avec pour objectif 2018. C'était un sujet de Manal El Akhdari. Zakaria Fahim, expert comptable, vous nous avez rejoint à l'instant sur le plateau. Merci d'être avec nous. Ce soir, vous avez pris le reportage en cours de route. On parlera bien sûr de cette loi sur les MRE qui était attendue depuis très longtemps. Elle avait été adoptée. On attendait le décret d'application. Et ce que je disais dans mon introduction, c'est que c'est passé un peu inaperçu dans les médias. En septembre dernier, on reviendra en détail sur cette loi.
Avant cela, madame, messieurs, j'aimerais qu'on puisse, 9 mois après, à froid, pouvoir faire un bilan, expliquer cette opération de rapatriement des avoirs à l'étranger qui a eu lieu l'année dernière, qui était pour l'Office d'échange un succès, qui a avant le départ de Jawad Hamri, directeur de l'Office d'échange. Faire un tour de table, cette opération de rapatriement, est-ce que pour vous c'était un succès, Zakaria Fahim? Je pense que si on prend les chiffres par rapport à ce qui a été annoncé, on ne peut pas dire que ce n'est pas un succès. On est à 28 milliards de dirhams déclarés. Après, on reviendra techniquement sur ce que ça veut dire. Effectivement répartis entre plusieurs éléments. Je pense que ce qui est intéressant à bien rappeler, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé donc dans un contexte international où il y avait effectivement des encours de devises. Le Maroc n'avait plus que 3 mois de devises. Une situation donc, qui était conjoncturelle et puis surtout liée à une volonté de transparence internationale qui faisait que ce type d'initiative pouvait avoir une oreille. Et donc la preuve, c'est que beaucoup de personnes qui étaient susceptibles d'y aller ont hésité. Puis on l'a vu, comme dans tous les autres pays qui ont fait de l'amnistie, le dernier virage a été le plus long pour les banquiers, pour l'office d'échange. Donc ça montre bien que ce type d'opération, quand ils sont bien menés, bien préparés, vous l'avez rappelé, l'office d'échange avait un directeur général entrepreneur qui était pragmatique, qui a beaucoup, je pense, joué dans cette facilitation entre le monde des entrepreneurs et donc les gens, donc les particuliers ou les entrepreneurs, pour pouvoir sauter le pas, parce que ce n'était pas évident de sauter le pas. Et quelque part, même s'il y avait l'anonymat, de dire, ben voilà, je vais déclarer ou me mettre à nu, puisque effectivement, je pense que ce qui était aussi intéressant, c'est que ce n'était pas un coup et puis on ne suivait pas les choses, c'est qu'il y avait une volonté de remettre les gens dans la transparence, de sauver un petit peu, de ramener ces hors-la-loi malgré eux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus hors-la-loi parce que le système avant ne le permettait pas. On va revenir techniquement dans cette opération. Maître Elami. C'est-à-dire que cette loi, si elle a eu ce succès, c'est un peu grâce à l'Office d'échange et grâce aux circulaires. Parce que la loi en elle-même, quand elle a été publiée au bulletin officiel, personne ne faisait attention parce qu'elle ne traitait pas tous les cas. C'est grâce à l'Office d'échange, au fur et à mesure que le temps avance, il faisait justement publier des circulaires qui donnaient des explications, qui facilitaient justement la tâche aux gens qui sont susceptibles d'être concernés par cette loi. Donc moi je dirais que le succès de cette loi était vraiment en grande partie grâce à la mobilisation de l'Office d'échange et à ces circulaires qui ont facilité énormément justement le passage et le transfert. Alors on reviendra parce qu'on a parlé d'avoir déclaré, on parlera aussi des avoirs rapatriés, on verra en détail de quelle manière ça s'est passé. Et beaucoup de gens s'étaient posé la question sur le process qui avait été utilisé. Zakaria Ferrano, par rapport au contexte, Zakaria Fahim nous a dit, on était dans un contexte international qui s'y prêtait. Quel était-il? Quelle est l'importance de ce type d'opération pour un pays comme le Maroc? Bon, donc je dirais pour le cas du Maroc, donc il faut un petit peu contextualiser un petit peu la situation qui existait au début des années 2015-2014. Donc il fallait un petit peu revenir. Donc ce qu'on a constaté au niveau international, c'est que en Europe, l'économie commence à décoller. Donc il n'a pas décollé. Bon, on prévoyait en quelque sorte que l'économie on va enregistrer des taux de croissance qui deviendraient de plus en plus importants. Même chose aux États-Unis, mais apparemment, si on revient à les dernières publications, je pense de l'OCDE aussi, de l'Eurostat et l'ensemble des statistiques qui sont publiées, on va voir que même en 2015, ça n'a pas pris un petit peu l'élan qu'on voulait. Donc en 2015, on est un petit peu dans un taux de croissance qui est aux alentours de 0 en Europe et aussi aux États-Unis. Et le marché de l'emploi aussi aux États-Unis n'a pas aussi décollé comme on le voyait. Donc dans ce contexte-là, donc il y avait un petit peu une demande étrangère au Maroc qui continue un petit peu à être affaiblie en quelque sorte. Donc il fallait un petit peu remédier à ce problème-là de la balance des paiements. Donc ça, c'est un problème qui est un petit peu central au niveau du Maroc. Et à partir des transferts des MRO qui pèsent énormément sur l'économie marocaine, on a essayé un petit peu de trouver des créneaux qui peuvent ramener de la devise au Maroc. Donc ces créneaux-là, entre autres, il y a un petit peu ce qu'on appelle les dépôts des MRE dans l'ensemble système bancaire. Mais moi, je voudrais revenir vers la question que vous avez posée, c'est que est-ce que c'était une réussite ou non? Donc 28 milliards
Je pense que c'est un chiffre qui est très important pour l'Office d'échange, surtout que déclaré, on y reviendra. voilà. Donc le chiffre qui est déclaré, on va revenir après sur la répartition des biens absolument. immobiliers, des actifs liquides et aussi des actifs monétaires. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut voir un petit peu l'expérience. Donc l'amnistie en termes de, je dirais, de rapatriement des fonds, ça n'a pas été la réussite pour plusieurs pays. Donc nous allons revenir après dans l'expérience internationale. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que si on veut évaluer un petit peu l'impact positif de ces dépôts-là, il faut revenir un petit peu dans le secteur bancaire, parce que c'est là où ça va se passer réellement. Donc, au niveau des transferts des émirats, au niveau des dépôts, que ce soit les dépôts en devises, que ce soit les dépôts convertibles en devises, ou même les dépôts en dirhams. Donc là, si on remarque un petit peu les dépôts, on va voir que depuis 2014, on s'inscrit dans une tendance baissière. Nous avons un taux de croissance qui est positif pour les dépôts au Maroc, mais ça c'est toujours dans une croissance baissière. Et ce qui est alarmant encore plus... On reviendra sur les dépôts des MRE, parce que c'est vrai, c'est un gros sujet là aussi. Mounia Marzakh, vous représentez le ministère chargé des MRE. Juste, quelle est votre vision de cette opération? On parlera après, bien sûr, des MRE, mais votre vision par rapport à cette opération et qu'on a appelée la contribution libératoire. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de ce que nous avons vécu pendant cette période, parce que nous avons été assaillis par la communauté marocaine résidant à l'étranger, qui avait un grand nombre de questions. Qui avait des craintes. Qui avait des craintes, tout à fait, et qui avait besoin de se voir expliciter un petit peu cette disposition. On s'est rendu compte que la situation était préjudiciable pour notre communauté marocaine résidant à l'étranger, d'où cette loi 63-14 qui est venue faciliter, rectifier cette situation qui était mal vécue et qui était injuste pour nos MRE. Donc c'est vrai que ça a été un grand succès, et puis pour nous, ça a été l'occasion de pouvoir présenter une loi qui venait faciliter les choses, faciliter surtout à la fois le retour pour ces MRE qui avaient l'intention de venir s'installer, mais également permettre aux ex-MRE, entre guillemets, qui étaient installés au Maroc, qui avaient omis en fait de réaliser la déclaration, de leur mettre en place un cadre favorable, et c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Alors Zakaria Fahim, j'aimerais vraiment rentrer dans le mécanisme de cette contribution libératoire, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se posent des questions. J'ai bien insisté sur le fait des avoirs déclarés. Aujourd'hui, en termes de rapatriement, j'ai juste donné la ventilation, parce que la déclaration portait sur les biens immeubles que des Marocains pouvaient détenir ou des MRE pouvaient détenir à l'étranger, et les actifs financiers et les avoirs liquides, c'est-à-dire le cash. Le cash. C'est-à-dire, fiscalement, aujourd'hui, on a parlé d'amnistie au niveau de l'Office d'échange. Est-ce que c'était vraiment une amnistie fiscale? C'était une amnistie fiscale, puisqu'effectivement, l'opération était une opération globale. On prenait tout, on prenait rien. Donc, effectivement, quand on venait déclarer, et l'idée aujourd'hui, c'était de dire, vous avez à un moment donné pas respecté la loi, donc soit en ayant rapatrié de l'argent en devise à l'étranger, ou omis de faire le sens inverse, on vous permet de blanchir cet argent qui est au jeu d'extérieur. Voilà, blanchir, bien sûr, blanchir dans le sens légal pour que ça devienne argent. Et l'idée, c'était effectivement de permettre à, je pense à beaucoup de gens qui avaient un problème de cash, parce qu'on l'a rappelé, donc il y avait une crise, donc il y avait des entreprises qui avaient de l'argent à l'extérieur, qui ne pouvaient pas le faire rentrer parce qu'effectivement, ils ne se voyaient pas poursuivis. Et donc, c'était une aubaine. Et ce qu'il faut bien rappeler, c'est que pourquoi ça marchait mieux chez nous ailleurs. Déjà, le taux était un taux de 5%, ça n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'aucune amnistie n'a donné ces taux aujourd'hui. Et secondo, on est tombé au même moment où le dispositif sur l'échange d'informations automatique, et notamment les dispositions de l'OCDE, donc qui s'appliquaient en Europe, exigeaient donc des banques de réclamer de leurs non-résidents une justificative, sinon ils clôturaient leur compte. Donc il y a eu un vent de panique, et je pense cette loi, avec les conseils qui ont joué aussi, je pense, Exepra Comptable ont bien joué le jeu en disant attention, nous avons une fenêtre de tir qui peut-être ne s'ouvrira pas une deuxième fois, parce qu'on a vu que ceux qui ne l'ont pas fait payent un peu plus cher, parce que c'est quasiment un peu plus du double, plus les pénalités. Donc il fallait profiter voilà, de cette fenêtre de tir. Et effectivement, on a, quand vous payez 2% sur le cash et 5% sur l'actif immobilier, c'est vraiment, pour beaucoup de contribuables, une opération
qui n'attendaient pas. Et donc, ils ont sauté sur l'occasion avant qu'on leur tombe dessus. Alors, Maître Alami, vous êtes notaire et vous avez eu des clients qui sont venus vous voir de la même manière que chez les experts comptables. À cette époque-là, les experts comptables et les notaires étaient les gens les plus sollicités et après l'office d'échange. Surtout les banques qui étaient Surtout, bon, les banques, c'est vrai qu'on va en parler parce qu'elles étaient partie prenante. Aujourd'hui, quel est le régime, vraiment pour réexpliquer aux gens qui nous écoutent, des biens immobiliers, des gens qui détenaient ou qui détiennent encore aujourd'hui des biens immobiliers, que ce soit un appartement, que ce soit une villa ou une résidence en Espagne, en France, en Belgique ou ailleurs? Oui, je voudrais revenir sur justement les dispositions de cette loi, de la contribution libératoire. C'est que les personnes qui détenaient des fonds et des biens, que ce soit des biens immobiliers ou des avoirs financiers, étaient doublement en infraction. C'est-à-dire ils étaient en infraction vis-à-vis de l'office d'échange, parce que le fait d'avoir un compte bancaire ou des avoirs à l'étranger, vous êtes en infraction. Et la deuxième infraction, c'est le côté fiscal. Justement, parce que ces gens-là ne respectaient pas la loi fiscale, c'est-à-dire qu'il fallait déclarer ses biens, il fallait déclarer et payer l'impôt, les revenus, voilà. C'est-à-dire quand vous déclarez bien sûr les revenus, vous allez déclarer automatiquement les biens, vous n'allez pas déclarer des revenus sans avoir les biens. Les loyers. Donc, oui, les loyers, par exemple, l'IR, même si vous êtes imposé, c'est-à-dire dans le pays d'origine, il fallait voir est-ce que vous avez payé plus, au moins pour qu'il y ait peut-être une restitution ou bien c'est-à-dire un plus. Maintenant, les biens immobiliers, c'est-à-dire les gens qui ont souscrit à cette loi-là, ils ont la possibilité d'avoir ces biens immobiliers, mais ils sont fichés. C'est-à-dire qu'au moment de la revente, ils ont l'obligation de rapatrier justement le produit de la vente au Maroc. Et c'est ça l'avantage, c'est-à-dire ce que le gouvernement vise. C'est que plus tard, que ces rentrées, c'est-à-dire les revenus après la vente, ils doivent être rapatriés en dirhams au Maroc. Donc ça, c'est très important. Donc je pense que le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, justement, il y a une partie qui a été rapatriée en espèces, c'est-à-dire en argent liquide, et les 2 tiers, je pense, les 2 tiers sont restés là-bas, c'est-à-dire sous forme d'actions, etc. Donc ça a été là-bas, avec l'obligation de faire justement la déclaration fiscale tous les ans. C'est-à-dire que l'office d'échange et les impôts également. Alors, les impôts, il faut payer les impôts. Alors aujourd'hui, on rappelle, parce que beaucoup de gens ont découvert que c'était une infraction pour beaucoup en termes de déclaration. Exactement. Alors, c'était pas dans la culture, les gens ne connaissaient pas la loi, on va dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup de gens avaient l'impression de tomber de haut quand ils ont découvert qu'il fallait juste déclarer. Effectivement, donc c'est quand les gens qui passent avant vous n'ont jamais déclaré, on a l'impression que ça devient un fait. Et donc, il n'y avait personne qui faisait l'opération d'aller vers l'office d'échange et de faire sa déclaration. Alors effectivement, dans les 3 mois qui suivaient donc, le retour au Maroc, on devait donc déclarer ses revenus, ses biens, etc. Donc, le fait qu'il n'y ait jamais eu, entre guillemets, de sanctions, ou parce que c'était quand même une communauté qu'on regardait un petit peu, les méreux n'étaient pas des gens sur lesquels on allait trop les chercher, donc on n'a jamais voulu ouvrir cette brèche. Et quand le texte est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait, effectivement, ils étaient en infraction, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où il a fallu, effectivement, revenir sur un texte pour différencier ceux qui avaient, effectivement, gagné des revenus en devises et qui sont rentrés à un moment donné, et ceux qui avaient, à un moment donné, rentré au Maroc et oublié qu'ils n'étaient plus résidents en Europe et qui continuaient donc à réalimenter leurs comptes à l'étranger. Alors, 28 milliards déclarés. Est-ce qu'on sait à peu près, est-ce qu'on a une estimation de ce qu'il y a encore? Parce que j'imagine que c'est 28 milliards déclarés, on doit avoir une estimation de ce qu'il y a à l'étranger. Il y a une estimation mondiale sur l'ensemble des avoirs qui ne sont pas déclarés à l'étranger. Est-ce qu'au Maroc, on a une idée? Bon, avant de répondre à ça, je voudrais juste revenir par rapport aux incitations. Ce qui fait que le débat maintenant sur le rapatriement des fonds fait le cœur un petit peu ou je dirais la pierre angulaire un petit peu de la discussion aujourd'hui. C'est que, bon, je pense que le gouvernement ou les institutions qui gèrent un petit peu ces fonds-là ou qui font de leur mieux pour pouvoir les rapatrier, ils ont posé la question aujourd'hui parce qu'ils ont regardé un petit peu ce qui s'est passé. Parce que si on revient, je pense, de 2006 jusqu'à 2010, on ne cherchait pas ces fonds. Ça veut dire qu'on ne se posait pas la question qu'est-ce qui existait à l'extérieur. Est-ce qu'on se posait la question avant? Non, parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Parce qu'il y avait beaucoup de liquidités dans l'économie. Le marché immobilier marchait très très bien. L'économie se sentait bien. Donc à un certain moment, après 2010-2011, donc lorsqu'on a commencé un petit peu à voir qu'il y avait un certain problème d'équilibrage macroéconomique, c'est là où on s'est posé la question qu'il fallait chercher de la liquidité.
C'est là où on voulait chercher et on voulait un petit peu asseoir l'ensemble des éléments qui sont de base pour nous. Par exemple, les MRE pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire, si on regarde les transferts, c'est un chiffre très important. Je crois, dans ma tête, que c'est 24% des dépôts bancaires. Dans ce sens, c'est une ressource, je dirais, entre guillemets, systémique. Voilà, c'est une ressource systémique. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est qu'on voulait chercher ce bien-là et le préserver. Et pourtant, c'est un bien qui était, pour les banques, considéré comme étant quelque chose qui était stable. Ça, c'était un argument très important parce qu'on considérait que les MRE avaient une certaine affection par rapport à leur pays, ils ont des liens sociaux et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait encore, je dirais, prendre cette ressource et encore plus l'exploiter. Donc, ça, c'est un petit peu pour moi, c'est aussi, je dirais, un point qu'il faut intégrer dans le raisonnement. Deuxièmement, pour répondre à votre question, c'est que est-ce qu'on a une estimation? Bon, oui. Je pense que pour ce qu'on appelle les capital outflows, ou les capitaux sortants ou les capitaux entrants, donc qui sont d'une manière, je dirais, illégale, entre guillemets, qui sortent et qui rentrent. Donc je pense qu'il y avait une estimation pour la zone MENA. Il n'y a pas besoin de mettre de guillemets, voilà. C'est des capitaux illégaux. Voilà. C'est des capitaux illicites, voilà, on les appelle capitaux illicites. Voilà. Donc les capitaux illicites, je pense qu'il y avait une estimation de la zone MENA. Donc le Maroc, il est un petit peu, je dirais dans un créneau plus avancé que les autres pays de la zone MENA. Mais je pense, j'ai une estimation pour un petit peu pour le cas du Maroc, pour les capitaux sortants, ça veut dire les capitaux qui sortent. On les voisine à peu près à 10 milliards de dollars. Donc je dirais entre l'année 2000 et 2000. Quoi en tout? Pour les capitaux sortants, mais pas pour les capitaux qui sont, je dirais, qui sont à l'extérieur que possède le Maroc. Donc ça, je ne pense pas qu'il y ait une estimation de ça. Parce que c'est très difficile un petit peu à... Il y a des estimations qui parlent de 60 à 60 milliards de dollars. Pour les capitaux qui sont à l'extérieur. À raison de 1 milliard par an depuis 40 ans. Depuis l'indépendance. Donc, oui, si vous comptez, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Oui, avec le dollar revalorisé. Actualisé. Ça fait beaucoup d'argent. En effet. Non, on prenait le cas de benchmark, on disait tout à l'heure si c'était une réussite ou pas. Il y a eu le cas en Tunisie. En 2007, il y a eu une amnistie avec une taxe libératoire, donc une contribution libératoire qui avait été fixée à 5% de la valeur des avoirs déclarés. Sur 12 mois d'amnistie, ils n'ont récolté que 12 millions d'euros pour 80 déclarations. 80 déclarations. Là, on est quand même à près de 19 000 déclarants, 18 600 déclarants. Tout à fait, je peux rajouter même l'expérience, il y a l'expérience française qui ont 28 milliards d'euros, qui est, je dirais, illégal à l'extérieur de la France. Ils n'ont réussi de rapatrier que 2 milliards d'euros. Donc ça, c'est un petit peu décevant pour la France. Il y a aussi l'expérience de la Belgique, c'était aussi décevant. Ils ont 500 millions d'euros qui est à l'extérieur du pays. Ils ont rapatrié entre 140 millions également. Il ne faut pas oublier, tous ces pays ne sont pas leur première amnistie. Et voilà, c'est ça. Oui. C'est pour ça que maintenant, je pense que le Maroc, la chance que nous avons eue, c'est que nous sommes tombés à un moment où les gens qui étaient concernés avaient un problème de cash important ici. Voilà. Et donc ils ont fait, ils avaient un vrai sujet pour eux. Et deuxièmement, il y avait l'épée Damoclès et cette fameuse loi qui les obligeait à fermer. Donc il y a beaucoup de banques de premier rang qui envoyaient à tous leurs contribuables non résidents, leurs clients non résidents, si vous ne justifiez pas vos revenus, nous clôturons vos comptes. Donc il y avait une pression. Et donc c'est ces deux éléments qui sont conjugués qui fait que ça a été une réussite. Je suis sûr que si on l'avait fait à un moment où il n'y avait pas ces deux éléments, je peux vous dire que nous, on les a vus, les gens venir. Donc les gens sont pas prêts. Il y a également le côté pénal où on parle de 1 mois à 5 ans de prison. Oui. Si la personne se fait attraper, ben c'est la prison. Alors revenons là-dessus, parce que c'est important de rappeler tout ça. Comme on disait, alors justement, il y avait une culture. Il y avait une culture finalement où la loi n'était pas respectée, où ça a été admis. Vous disiez tout à l'heure entre 2006 et 2010. Je vous ai vu, Zakaria Fahim, un peu bouger la tête. On revient de loin en termes de politique de change. On sait que le dirham n'est pas convertible. On revient de loin en termes de l'argent qu'on pouvait sortir. C'est sûr qu'avant, quand on disait vous sortez avec 200 dirhams, alors qu'on savait décemment quelqu'un qui part en vacances, donc on faisait un peu comme celui qui voyait rien et qui n'entend rien. Donc le fait d'être dans un environnement où l'économie effectivement donc a été raffermie, où il y a eu donc les agrégats qui sont améliorés, ont permis d'avoir un dirham convertible depuis presque une décennie, donc pour les entreprises. Maintenant, pour les particuliers, on est entre 40 000 par personne, donc on est des années-lumière de ce qu'il y avait avant en termes de volonté de sortir. Et donc déjà, ça atténue, je veux dire, pour les honnêtes gens, pour monsieur tout le monde, l'envie de se mettre en position d'infraction. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont déclaré 10 000 euros, 5 000. Donc il n'y a pas que les gros contribuables. Et je pense que là aussi, ce qu'il y a aussi, on l'a dit en introduction, c'est qu'on avait aussi un directeur général qui a
qui a mis en confiance, parce qu'il ne faut pas oublier, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme dispositif, quand la personne qui représente l'autorité a une oreille, comprend un petit peu vos préoccupations, on dit effectivement je comprends que c'est beaucoup plus logique d'acheter un appartement pour son fils que de louer quand vous avez 3 enfants qui vont aller à l'étranger, et donc on peut trouver des solutions, il est parti dans l'esprit de la loi et non pas dans la lecture littérale, et ça, on aurait eu certainement un autre directeur général, je ne sais pas si on aurait eu le même, donc c'est pour ça qu'on a eu un contexte, plus effectivement un pilote dans l'avion, et ça a permis effectivement d'avoir une réussite qu'on n'a pas eu dans les autres pays. Alors, Maître Lamy, je vous avais posé la question tout à l'heure si c'était une vraie amnistie fiscale. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déclaré leur patrimoine à l'étranger, qui ont payé la contribution libératoire. Quid aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe de cet argent? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Est-ce que ça les dédouane fiscalement? Est-ce que c'est une vraie amnistie fiscale? Est-ce qu'il va falloir qu'ils payent leurs impôts? C'est-à-dire que l'amnistie fiscale concerne l'avant 2014. Le passé. Voilà, le passé. Oui, non. Non, mais c'est ça, oui. C'est pas un chèque en plan pour Maintenant, les personnes... Non, mais je vous demande ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'est bon, ils avaient payé, ils n'avaient plus rien à payer. Oui, c'est une amnistie qui concerne ce qu'ils ont touché auparavant, mais elle ne concerne pas les revenus qui vont tomber, justement. Tous les revenus qui sont tombés en 2014, justement, ils étaient imposés. Les personnes qui ont souscrit à cette contribution, ils étaient obligés de faire leur déclaration au mois d'avril. Donc la banque s'en est occupée, ils ont payé ce qu'il fallait payer, et tous les ans, ils ont l'obligation de faire cette déclaration. Justement. Maintenant, la question de l'anonymat, moi je me pose la question. Alors justement, on répète encore une fois, les banques ont joué le jeu, les banques étaient partie prenante dans le processus pour justement garantir l'anonymat. Moi j'aimerais juste que vous nous expliquiez concrètement comment ça se passait au niveau des banques, parce que anonymat et ensuite payer des impôts, et à un moment, l'échange d'informations doit se faire ou pas? Maintenant, moi j'ai un petit peu vécu ça, c'est-à-dire j'ai accompagné certains de mes clients pour faire justement cette opération. Il y a une déclaration, on met le nom, le prénom, la pièce d'identité, la carte nationale, etc. Donc le banquier dispose de tous les renseignements. Si le fisc lui demandait en cas de fraude ou en cas de non-paiement, je pense que le banquier peut communiquer, mais c'est vraiment des cas spécifiques. C'est-à-dire, je ne suis pas là, je ne parle pas au nom des banquiers, mais en principe, l'anonymat est garanti par la loi, parce que la loi parle de l'anonymat. Et normalement, on ne peut pas violer cette loi. C'est quand même, c'est un daïr, il a son poids. Donc, en principe, l'anonymat est de rigueur et d'office. Mais alors, comment fait le fisc? Comment va faire le fisc aujourd'hui? Il y a eu des déclarations. C'est un numéro de déclaration qui est transmis. J'imagine qu'il y a quand même une communication entre les banques et le fisc. Il y a bien un moment où le fisc va vouloir sa part, ce qui est tout à fait légitime, et pour aller chez les gens. Le fameux échange automatique d'informations dans le cadre de l'OCDE c'est pour ça que je disais, donc nous avons des mécanismes qui sont plus forts que nos instances et qui vont permettre, un peu comme l'eau et l'huile, que ça remonte. Donc même ceux qui veulent se cacher peuvent plus se cacher. Sinon, il faut avoir un coffre-fort chez soi et faire un aller-retour et récupérer. C'est pas possible. Oui, parce que le Maroc a signé une convention avec l'OCDE justement pour la communication, pour donner tous les renseignements. Et vous avez le système, c'est-à-dire la loi américaine, comment on l'appelle, FATCA, qui oblige justement toutes les institutions financières du monde entier à communiquer à l'État américain, au fisc américain, les comptes et tout. Donc on va vers justement cet échange de renseignements entre tous les pays. On fait une petite pause, pas fiscale, et on se retrouve juste après. Rapatriement des avoirs marocains à l'étranger. On va parler aussi du cas des MRE parce que c'est intéressant. On va voir. Ma première question que je vous poserai, ça sera de savoir pourquoi c'est passé inaperçu. Ou alors c'est moi ou j'ai l'impression que c'est passé inaperçu. L'opération a été menée, on peut le dire, de main de maître en termes de communication, parce qu'il y avait besoin de communiquer grandement sur l'opération de rapatriement des avoirs à l'étranger, ce qui a permis de sensibiliser les gens, d'expliquer, et au fur et à mesure, on a bien vu, je pense, je me rappelle de mémoire, que ça s'est accéléré vraiment entre les 15 derniers jours avant le 31 décembre, mais je pense que toutes les amnisties dans tous les pays, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, la loi sur la MRE était très attendue. Il y a beaucoup de MRE ou d'anciens MRE qui voulaient attendre finalement, avant de payer la contribution libératoire, attendre la sortie de la loi.
10 septembre, décret d'application est sorti sur 2 articles. Pourquoi c'est passé, on va dire, pas de manière pas très visible? Il y a eu des communications, mais très timides. Alors, il y a eu des communications, c'est vrai, mais on attend les textes qui vont être publiés au bulletin officiel d'ici la fin de l'année pour que ce soit opérationnel, parce qu'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Donc, je pense que c'est en grande partie la raison peut-être de ce peu de communication pour l'instant. Mais sachez que nous, au niveau du ministère des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la Migration, on communique énormément parce que nous sommes sollicités. Nous avons mis en place une plateforme www.mre.gov.ma dans laquelle vous retrouvez un grand nombre d'informations et d'explications, justement. Et cette plateforme nous permettra de vulgariser et d'expliquer concrètement cette loi et surtout les avantages. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler des avantages que vont pouvoir bénéficier nos MRE. Ils vont pouvoir disposer librement de ces avoirs sans en référer, sans en référer à l'office d'échange. Et ça, c'est vraiment très important. Ils auront la possibilité soit de les maintenir dans des comptes en devises à l'étranger, soit de les rapatrier et de les mettre dans des comptes en dirhams convertibles, par exemple, ou de les mettre sur le marché d'échange. Il y a également ce qui est important aussi de rappeler, c'est la possibilité maintenant, on n'est plus sur un délai de 3 mois, on est sur un délai d'1 an. Et ça, c'est important. C'est-à-dire rappelez-nous le délai de 3 mois à 1 an. Alors, tout à fait. Alors, à partir du moment où un MRE décide de s'installer fiscalement au Maroc, il avait jusqu'à présent 3 mois. Aujourd'hui, ce 3 délai... mois pour déclarer ses avoirs. Tout à fait. Alors, je suis un MRE, je rentre au Maroc, que ce soit pour investir, pour m'installer, trouver un nouveau boulot. J'ai une maison encore à l'étranger. Il fallait que je déclare mes comptes bancaires à l'étranger et ma maison. Bien sûr, tout à fait. Et là, on est sur un délai d'1 an, ce qui est quand même une vraie simplification et un vrai confort pour les MRE qui sont dans un projet justement d'installation au Maroc. Et quand excusez-moi, quand on déclare, on paye? Non. Là, il faut que les revenus soient effectivement des revenus d'origine étrangère. Donc, mais c'est sous-entendu. Il faut le reconfirmer, mais effectivement, ça suppose que quand vous changez de résidence fiscale, vos revenus étaient effectivement du pays où vous étiez fiscalement établi. Et à ce moment-là, donc tout ce que vous déclarez le jour où vous changez de résidence ne sont pas effectivement peuvent rester, si c'est du cash ou des avoirs en SICA ou en OPC, des avoirs financiers. La seule chose, c'est effectivement la traçabilité que vous devez donner. Mais il n'y a pas d'autres contraintes, puisque c'est des revenus gagnés sur des bases en devis. Parce que la loi, la loi, elle sanctionnait quoi? Une infraction à législation. Donc si vous étiez résident à l'étranger et que vous aviez dégagé des revenus par une devise, donc vous n'êtes pas touché par le texte. Mais donc ce nouveau texte n'a fait que reconfirmer, repréciser qu'un MRE qui a travaillé, qui a gagné, qui a généré des revenus, tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a investi n'est pas concerné par la loi, et donc c'était important de le souligner. Alors, je voudrais juste rajouter une chose, si vous me le permettez. Vous avez parlé tout à l'heure de ces ex-MRE. Or, c'est important parce que ces ex-MRE qui n'ont pas, justement, ou qui ont omis, en fait, de procéder à la déclaration, vont aussi avoir 1 an pour procéder aux déclarations à partir du moment où ce sera publié au bulletin officiel. Donc, une fois de plus... Pas à partir de maintenant, hein. Pas à partir de... À partir de la publication de la loi. Voilà, tout à fait, des textes. C'est-à-dire, on attend ça dans les semaines qui arrivent. Et c'est quand même un plus et un avantage non négligeable pour ces ex-MRE qui ne savaient pas trop. Aujourd'hui, ils étaient logés à la même enseigne. C'est-à-dire, quand on parlait au fisc, ils étaient logés à la même enseigne qu'il y avait différents cas. Il y avait les MRE qui avaient généré des revenus à l'étranger et il y avait les Marocains qui avaient sorti illégalement de l'argent du Maroc. Là, on n'est pas dans les mêmes cas et pas dans les mêmes violations de loi. Parce que pourquoi il y avait un flou? Parce que MRE qui est rentré il y a 20 ans, est-ce qu'il était MRE? Donc beaucoup de gens considéraient qu'il a séjourné 10 ans en Europe, il est rentré depuis 20 ans, il est MRE. Donc, quid et c'était là où le problème, c'est qu'il y avait une partie qui n'est pas concernée par la loi, qui n'était pas dans l'infraction, c'était ce qu'il avait gagné dans les 10 premières années. Et souvent, ce n'est pas dans les 10 premières années où on avait le plus de revenus. Et si effectivement, quand il est revenu, il a maintenu son compte et il a alimenté, il a fait des choses, c'est là où se posait la question, est-ce que je déclare pas? Donc la loi, maintenant, elle va clarifier. Ce qui était avant que vous ne rentriez donc, sur la base de sources en devises, vous êtes considéré donc, comme non concerné par la loi. Mais tout ce qui est, je dirais, acquis en infraction ou qui a été investi ou qui a été mis à l'étranger en infraction de la loi, on vous donne maintenant 1 an. C'est-à-dire qu'on leur a permis
de rentrer dans ce texte parce qu'il y avait un flou, parce que beaucoup ont hésité. Et donc, on a dit, ces gens-là qui ont hésité, on va leur permettre maintenant de rectifier puisque le texte va clarifier leur position. Mais il faut le justifier. Il faut que ce Marocain résident à l'étranger, il doit justifier justement ses revenus, soit par des déclarations d'impôts, des revenus professionnels, etc. Parce qu'il doit justifier. Il ne suffit pas de venir faire sa déclaration et dire que moi j'étais Marocain résident à l'étranger et j'ai gagné tout cet argent-là. Alors justement, voilà. Donc il faut des justificatifs. Ouais. Fiscalement, un MRE, c'est quoi? Un MRE fiscal, c'est quoi? Parce que ça semble simple et naïf comme question, mais je vous poserai la question sur la culture fiscale du Maroc. C'est un grand sujet. Là, ils sont MRE, donc vous avez dit. Non, le résident, c'est-à-dire un Marocain résident à l'étranger, qui a quitté l'étranger, qui est rentré au Maroc, qui a changé de statut. Il est devenu résident marocain. Résident marocain, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est là en permanence. Il a son activité principale, son habitation principale. Il est là, il paye une taxe d'habitation fiscale. Il passe 183 jours par an d'après le Code général des impôts. Là, il a vraiment la définition de quelqu'un qui est résident et par conséquent, il est soumis à l'obligation de faire sa déclaration fiscale, tous ses revenus, etc. Alors, j'ai une question sur un tweet, et elles étaient nombreuses, les questions de manière technique. On va pas répondre à toutes ces questions, mais c'est vrai que c'est intéressant, on en a une. Les MRE ayant la double nationalité sont-ils concernés par cette contribution? Ils sont concernés comme marocains. Il ne perd jamais sa nationalité. Le Marocain, même il garde toujours sa nationalité marocaine. Quand il est au Maroc, il devient Marocain et c'est la loi marocaine qui lui est applicable. La seule condition, c'est qu'il doit respecter sa résidence. Ça veut dire qu'il doit rester au Maroc, il doit avoir son revenu au Maroc après qu'il soit un ex-MRE, il doit vivre 183 jours. Donc ça, c'est les conditions. C'est-à-dire la nationalité. Il change sa résidence fiscale. Oui, la nationalité, il ne faut pas la confondre avec la résidence. Non, c'est clair, oui. Parce qu'il peut très bien avoir... La double nationalité n'a pas d'impact sur le absolument. Vous savez que vous êtes MRE, on oublie que vous avez une double nationalité, donc ça c'est pour votre vie personnelle. Donc par contre, dès que, comme ça a été rappelé, vous changez de résidence fiscale, les dispositions fiscales du pays où vous êtes résident s'appliquent. Donc si c'est le Maroc, on va vous appliquer les règles marocaines. Donc il n'y a pas de... Même si vous étiez que français, on appliquerait les mêmes règles. Donc la seule chose qui diffère, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que vous avez la latitude, si vous déclarez vos revenus gagnés quand vous étiez résident à l'étranger, que vous soyez binational ou pas, vous avez les mêmes droits. C'est qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est les mêmes règles qui vont s'appliquer, quel que soit le MRE, puisqu'on ne tient compte que de ce statut de MRE, on oublie qu'il a été binational. Oui, moi je voulais juste rajouter une chose. Il faut aussi rappeler un petit peu le contexte économique aujourd'hui. Les transferts des MRE seront en progression. On a noté 5,5% d'augmentation. C'est plus de 42 milliards de dirhams. Il était nécessaire... Fin août, tout à fait. Ce sont les chiffres officiels de l'Office d'échange à fin août. Donc il était plus que nécessaire de créer un climat de confiance. Un grand nombre de MRE qui souhaitent venir avec... Pourquoi pas sorti en même temps que c'était le grand débat aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait ce flou et pendant l'opération de rapatriement des avoirs à l'étranger, les MRE se disaient mais on nous a oubliés, on nous a mis dans une case, on nous considère comme tout le monde. Non, pas du tout. On les a pas du tout mis dans une case. Alors, bien au contraire. Le texte n'était pas très... C'était un loupé. Là, vous avez parfaitement raison. Parce que, imaginons par exemple un Marocain résident à l'étranger qui ne peut pas justifier auprès de l'Office d'échange comme quoi il avait ses revenus, qu'il les a gagnés correctement. Non, le cas de quelqu'un de quelqu'un qui est là, qui est devenu résident, mais qui était résident à l'étranger et qui n'a pas déclaré parce qu'il n'aurait pas bénéficié de la loi de 1900, c'est-à-dire de 2014. Il va déclarer par la suite comme quoi, voilà, moi je suis Marocain ayant résidé à l'étranger, et quand l'Office d'échange va vérifier son dossier, il va trouver que les biens qu'il a acquis n'étaient pas conformes à ce que prévoit la loi, et là il risque d'être sanctionné par les dispositions de la loi de 1959 qui vont de 1 mois à 5 ans de prison, et avec 5 fois la valeur... Jusqu'à 6 fois. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il aurait raté l'avantage de l'amnistie, qui était prévu du 1er janvier au 31 décembre Mais là, 2014. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que là, vous avez parlé un petit peu de l'augmentation du prix du bien. Par exemple, si c'est un bien immobilier qu'il possède le MRE ou c'est un actif financier. Là, dans la loi, il y a l'article, le deuxième alinéa de l'article 6,
qui dit que simplement, si vous générez une plus-value, ça veut dire un émireux qui génère une plus-value, par exemple, il a vendu son bien immobilier, donc il doit avoir une justification. Ça veut dire, vous n'allez pas dire au fisc que j'ai dégagé une plus-value et vous allez la ramener. Il faut justifier cette plus-value. Oui, bien sûr, absolument. Donc ça, c'est très important. Même si vous vendez un actif, voilà. Même l'impôt que vous avez payé dans le pays d'origine, il faut justement le justifier pour voir dans quelle grille, dans quel barème vous tombez. Ça veut dire qu'il ne faut pas justifier uniquement le revenu, il faut justifier aussi la plus-value. L'origine du bien, absolument. Ok, la plus-value que vous générez. La majorité de ces MRE étaient dans des pays, on va dire, développés. Donc on a très peu encore de Marocains qui sont en Afrique où il y a un problème de traçabilité. Structuré, hein. Donc, voilà, je donnerai des statistiques si vous voulez. La France, c'est la 38%. Toute personne qui rentre, même si elle a oublié de le faire il y a 10-15 ans, il suffit d'envoyer un courrier. Donc, on peut tout de suite retracer et reconfirmer. Donc, est-ce qu'effectivement, il a bien dégagé une plus-value à tel instant, qui lui a permis de racheter un deuxième bien. Donc, voilà. On peut retracer. Donc, je pense que le vrai sujet, c'était qu'effectivement, le texte était parti sur l'idée de dire nous allons prendre beaucoup plus les Marocains qui, à un moment donné, étaient des résidents marocains et donc avaient fraudé ou donc n'avaient pas respecté la loi pour des raisons X, Y, soit malgré eux, parce qu'ils avaient besoin de cash pour faire leurs opérations, notamment beaucoup d'entrepreneurs qui se sont retrouvés malgré eux en infraction. On régularise tout ce beau monde, mais on avait oublié l'éméreux en partant de l'idée qu'un éméreux, quand il avait travaillé en Europe, tout ce qu'il avait gagné n'était pas concerné par la loi, parce qu'on n'était pas en infraction. Mais ils avaient oublié que beaucoup sont rentrés et ont maintenu un peu le flou, parce que pour eux, notamment les binationaux, ils ne se posaient pas de questions. Et donc c'était cette frange, je dirais, de ces transactions-là qui pose problème et que la loi est venue régulariser. Mais si tous les méreux, quand ils rentraient, déclaraient et étaient tout de suite respectés à la loi, on n'aurait pas eu ce texte. On a eu ce texte. Oui, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que le texte aussi, il a souligné une chose très importante, c'est qu'il a éliminé un petit peu la bureaucratie. Parce qu'un émireux, pour pouvoir utiliser ses biens, il devait avoir une autorisation de l'office d'échange. Maintenant, il n'a pas besoin. Il fait la déclaration et après, il peut utiliser ses biens. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous connaissez un petit peu la lourdeur, un petit peu de l'administration et tout ça. Donc on a épargné. Non. Et là, on revient toujours à notre ami Hamri, parce que tout ça, il ne faut pas oublier, c'est l'héritage de cette administration qui avait un DG qui a vraiment, je pense, parce que nous on a beaucoup travaillé avec lui, qui avait tout fait pour être dans l'esprit de la loi et non pas dans le texte, et qui a dit ma mission aujourd'hui c'est que ça fonctionne, j'ai des gens que j'ai entendus et comment faire en sorte que je sois dans la loi mais en même temps que ça fonctionne. Il fallait faire en sorte que les gens aient confiance et effectivement que tout ce qui doit être remonté le soit le plus facilement possible. Donc il y a eu, comme vous l'avez dit, une très bonne communication. Et puis surtout, il a facilité par le jeu des circulaires. Il a facilité. Les circulaires, moi je pense que c'est un peu... C'est quand même, ça a été une réponse à beaucoup de problèmes. Voilà, ils ont clarifié, beaucoup de choses et ont été à l'écoute. La cellule qui a été montée permettait effectivement, comme je disais tout à l'heure, de venir en aveugle et d'expliquer son cas. Et c'était important pour beaucoup de gens de dire, avant de sauter le pas, à quelle sauce je vais te manger. Parce qu'il y a des gens qui avaient 10 000, mais il y avait des gens qui avaient beaucoup plus que ça, et qu'il fallait effectivement rassurer. À quelle sauce vont être mangés non mais, parler de quelle sauce va être mangée, comment le fisc va, entre guillemets, choper ceux qui n'ont pas déclaré. Alors là, on revient sur l'échange d'informations, on parlait de conventions internationales, on a tendance à nous faire croire que les paradis fiscaux disparaissent, mais bon, on a fait une petite liste. J'ai pris une petite liste, tout ça, ce sont des paradis fiscaux. Je pense que je sais pas combien il y en a, j'ai pas compté, mais en Afrique, en Asie, aux Caraïbes, en Amérique centrale, en Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, il y en a beaucoup. Le Delaware aux États-Unis, c'est un paradis fiscal. Il ne faut pas oublier, le vrai sujet, c'est que on ne sait pas aujourd'hui, puisque la loi aujourd'hui qui permet l'automatisation de l'information, est-ce qu'on peut avoir une information sur un de ces contribuables en disant est-ce qu'il avait un compte chez vous les quatre dernières années. Si aujourd'hui on peut remonter au moins sur les années non prescrites fiscalement ou sur un horizon, tous ces gens-là qui se croient malins, qui ont switché dans des paradis fiscaux en Asie ou Caïmans ou je ne sais où, sur des comptes numérotés, un peu comme notre ami Cahuzac, il s'est fait rattraper 10 ans plus tard. Donc, le fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fisc marocain a les moyens d'aller fouiner avec des conventions. Mais à travers la convention qu'il a signée, l'information peut lui remonter de façon facile sans qu'il ait même pas à se baisser. Donc le vrai, je dirais, l'atout que nous avons, c'est cette loi, parce qu'effectivement, ça a été rappelé, les Américains ont mis la bonne pression, parce que toujours
dans ce monde un peu où il y a beaucoup de terrorisme, de sécurité, ils ont considéré qu'ils pouvaient plus se permettre de ne pas avoir une traçabilité des flux. Voilà. Et donc, ils ont mis la pression. Les Européens ont dit, ben, on va en profiter, pourquoi pas nous? Et c'est comme ça qu'il y a eu, entre guillemets, un équilibrage. Et nous, qui sommes membres de l'OCDE, donc qui sont signataires, ben, on en profite. Donc, j'espère qu'on va pouvoir l'utiliser. Parce que maintenant, si vous avez l'info, c'est difficile après de dire je peux pas sanctionner. Je pense que maintenant, l'administration fiscale a les atouts, ou plutôt peut avoir l'information et peut remonter notamment sur certainement des années 2 ou même voire 4 ans. Donc là, c'est pas très clair, mais je pense que entre administration, donc il peut échanger la bonne information et on peut aller chercher les gens qui n'ont pas joué le jeu et qui, le dernier mois avant la clôture, de la tombée de la loi le 1er janvier, sont partis dans un paradis. Je pense qu'ils peuvent se faire rattraper. Mounia Morzakh, au niveau des MRE, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, après la publication de la loi au bulletin officiel, à d'autres rentrées d'argent liées au MRE après la déclaration de leurs biens? Oui, c'est fort probable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans certains pays, on est à une 3e et 4e génération. Ces MRE-là n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes attentes que la 1re et 2e génération. Ils sont à la recherche d'investissements. Ils sont intéressés par participer au développement du Maroc. Et le fait de mettre en place cette loi et de leur permettre en fait de disposer librement de leurs biens est clairement un atout, et on se donne les moyens de leur permettre de contribuer au développement, et je pense que c'est important. Nous, notre ministère a milité pour que cette loi puisse sortir. On a notamment comme objectif de protéger les intérêts des MRE et de leur permettre de contribuer au développement, et je pense qu'avec cette loi, on vient vraiment répondre à ces attentes. Vous pensez que la confiance est rétablie? Ça va rétablir la confiance? Bon, moi je pense Parce que c'était quand même un objectif, vous nous l'avez dit. Hein. Vous nous avez donné tous les avantages de la loi? Excusez-moi, on vous a coupé tout à l'heure, mais on a fait le tour. Je pense qu'on a, oui. Bon, je pense par rapport à la confiance, donc je pense qu'il faut avoir une politique d'attentisme. Ça veut dire qu'il faut attendre un petit peu, je pense, 1 ou 2 trimestres maximum pour voir un petit peu l'impact. Absolument, on ne peut pas juger maintenant. Voilà, on ne peut pas juger maintenant parce qu'on ne peut pas évaluer d'une manière exacte. Même les chiffres, je pense qu'on ne dispose d'aucun... Voilà, d'aucun chiffre exact maintenant. chiffre exact pour savoir exactement est-ce que cette loi elle a atteint son objectif, ou bien c'est uniquement... Parce que les Marocains résidant à l'étranger, l'objectif n'est pas vraiment la même, parce que pour la loi sur la contribution libératoire, c'était des gens, des personnes qui avaient justement fait des fuites de capitaux, qui avaient acquis l'argent mal, c'est-à-dire il était soit par la sous-facturation ou la surfacturation de l'argent, je dirais, un peu sale, etc. Puis c'était une occasion pour eux, justement, de blanchir cet argent en payant... Vous dites blanchir, ça tombe très bien. J'ai une réaction sur Facebook qui nous dit certains de ces rapatriements seraient-ils des blanchiments déguisés ou des blanchiments légaux. Vous l'avez utilisé de manière spontanée, c'était un blanchiment légal? Oui, c'est un blanchiment. Il faut oser dire la vérité, c'est ça, parce qu'on a confondu tout le monde. On a confondu la profession libérale, la personne qui payait justement ses impôts et ses économies, les a transférés pour soit financer les études de ses enfants, soit acheter une maison parce qu'il avait 3 ou 4 enfants à scolariser pendant une certaine durée, donc il a acheté un bien immobilier avec la personne qui faisait justement de la fraude fiscale, c'est-à-dire la surfacturation ou la sous-facturation des industriels, etc. Donc on a mis tous ces gens-là dans le même panier et on a sorti donc cette loi, etc., avec un pourcentage de 2,5, 5, 10. Donc, voyez-vous, alors que le cas des Marocains résidant à l'étranger, c'est tout à fait différent, parce que ces gens-là, ils aiment avoir justement la liberté de rentrer au Maroc et de repartir quand ils veulent, et avoir justement la liberté de disposer de cet argent-là en devise. C'est-à-dire avoir cette liberté. Voilà, là, je voudrais rebondir. Si on lit un petit peu, si on lit le texte de loi d'une manière approfondie, on va voir qu'on ne s'est jamais posé la question dans le texte de la source de l'argent. Oui, j'allais y arriver, j'allais vous poser la question. C'est qu'en aucun lieu on parle de la source de l'argent, sauf la plus-value. Donc la plus-value, c'est la seule chose qui a été justifiée dans la loi. Ça veut dire qu'il faut chercher à justifier cette plus-value. Voilà. Le plus-value, ça concerne les actifs financiers et les biens immobiliers. Voilà, mais l'argent elle-même et le bien lui-même que vous avez acquis, l'actif financier que vous avez acquis, on ne se pose pas la question d'où ça vient. Ça veut dire d'où vient, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal. Donc c'est en quelque sorte, c'est entre guillemets, c'est une manière de blanchir l'argent que vous avez acquis. Mais la plus-value, voilà. Je pense, excusez-moi, parce qu'il ne faut pas confondre, c'est-à-dire l'amnistie
Parce qu'il s'agit là d'une amnistie fiscale et de l'office d'échange. Parce qu'il y a deux réglementations. Il y a la réglementation de l'office d'échange et il y a bien sûr le Code général des impôts. Maintenant, s'il y a un blanchiment d'argent et s'il y a des personnes qui sont recherchées pour le blanchiment d'argent, il y a une procédure qui suit. C'est-à-dire l'amnistie ne peut pas jouer pour ce cas-là. Cette personne peut faire l'objet de poursuites. Donc c'est pénal. Donc on ne peut pas confondre les deux choses. Je pense qu'il y avait une volonté du gouvernement, c'était effectivement, on a une problématique de devises, il fallait rapatrier, et donc c'est sûr qu'on fait une amnistie, à un moment donné, vous dites quel est le plus petit dénominateur et qu'est-ce qu'on va faire. Et donc il y avait un choix politique de dire, ok, maintenant entre celui qui a fraudé à moitié, parce qu'en règle générale, vous avez trouvé, il a un petit peu, il n'a pas rapatrié des commissions, puis finalement, et c'est jamais, donc à part on va dire les vrais ripoux, 90% des gens, c'était des honnêtes gens qui, à un moment donné, se sont retrouvés en infraction. Mais on n'a aucune idée aujourd'hui dans la ventilation, comme vous disiez, des ripoux et des contributeurs on va dire quoi par définition, peu soucieux de la loi ou très ignorants de la loi. Oui, par définition, on a dit on veut l'anonymat et on veut juste faire rentrer les devises, et on dit, du moment qu'il se déclare aujourd'hui, si vraiment il veut jouer au malin, on va le suivre après, parce que c'est ça l'idée. Oui. On met les compteurs à zéro et on regarde ce qui se passe après. Donc le choix politique a été fait. Maintenant, effectivement, si demain nos amis européens nous disent attention, ce monsieur ou cette personne est dans le blanchiment ou dans les activités illégales, là, il se fera rattraper par un autre texte qui n'a rien à voir avec l'amnistie. Sur le blanchiment. Donc ça, c'est effectivement, les textes sont clairs. Il y a même un organisme qui s'appelle l'unité nationale, justement, de salle, etc. Ça, c'est deux choses différentes. Donc effectivement, le choix politique du gouvernement, c'est on fait un rapatriement, on rétablit la confiance, parce qu'effectivement, pour dire, vous pouvez revenir, ramener votre argent, faites le fructifier, et donc on tourne la page. Maintenant, c'est sûr que les gens qui sont dans le blanchiment, qui sont dans les opérations illicites, ne vont pas s'arrêter. Ils vont essayer de profiter de cette aubaine et continuer. Et c'est là où ils vont se faire rattraper. Mais si effectivement, comme peut-être pas dans les bons films, ils s'arrêtent et ils disent c'est mon dernier coup, je fais autre chose, là, effectivement, ils auront la liste. La psychologie fiscale, je vous parle de psychologie fiscale parce que c'est intéressant, même dans la conscience fiscale des Marocains. Est-ce que cette opération, ça n'a pas été l'occasion de rappeler aux Marocains qu'il y a des dispositions fiscales, qu'il y a des dispositions en termes d'office d'échange? On les rappelle, parce qu'il y a quand même des gens qui croyaient que sortir de l'argent à l'étranger, même à travers des valises, ils avaient l'impression de rien faire de mal. Est-ce qu'on a marqué le coup aujourd'hui, que ça soit dans l'éducation fiscale ou dans l'éducation par rapport aux lois en termes de change? Moi, je pense, juste une réponse un petit peu générale, c'est que les gens qui sont des émireux, qui vivaient à l'étranger, par exemple, disons en France ou n'importe quel autre pays, donc ils ont une culture fiscale, parce que là-bas, ils payent de la fiscalité. Ils savent très bien qu'il y a un régime fiscal qui est mis en place. Donc ces gens-là qui sont honnêtes, voilà. Mais c'est pas la cible. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Ces gens-là, ils connaissent très bien que le régime fiscal existe au Maroc et dans n'importe quel pays au monde. Donc ça, c'est clair. Le problème, ça réside dans les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas de bonnes intentions. Qui sont restés ici. Voilà, qui sont restés ici. Il y avait pas seulement, il y a des gens qui, on va pas se le cacher, si on a des biens immobiliers, il y a des gens qui allaient acheter des maisons en Espagne, des résidences en Espagne, ils pensaient que c'était il y a tout à fait 3 ans, normal. la troisième communauté qui était propriétaire d'actifs dans le 16e était des Marocains. C'est-à-dire que, parce que là, les notaires font chaque année une publicité. Au 16e arrondissement de Paris. 16e arrondissement parce qu'on regarde dans le monde entier. Au 16e arrondissement à Paris, effectivement. Et donc, on était la troisième communauté. Donc, ça montre bien qu'il y a des capitaux. On a effectivement des gens qui, à un moment donné, ont sorti de l'argent pour payer des biens, pas dans des quartiers, on va dire, du 93, donc des quartiers pas chers. Voilà, donc on était sur des niveaux qui étaient à 20 000 € le mètre carré, donc on était sur des valeurs très stratosphériques. Donc je pense que, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que je pose la question parce que vous êtes expert comptable, vous notaire, vous avez affaire aux impôts très régulièrement pour vos clients. Mais je pense que tous les bons conseils ont dit à leurs clients, payer 2 ou 5%, ça n'existe nulle part. Parce que même si demain vous deviez déclarer vos revenus, vous paierez beaucoup plus. Donc avoir la paix
et avoir la possibilité de garder, quand c'est des avoirs financiers en Europe, votre actif immobilier, et vous payez donc entre 2 et 10, on est entre la moyenne, on va dire, on est à 5. Sur la valeur d'acquisition. Voilà, exactement. D'achat. Alors ça c'est une question qu'il y avait sur les biens immobiliers. Ouais. Sur quelle 10%. base c'était? Non, mais alors sur quelle base? Sur la valeur d'acquisition? Sur le prix d'achat. Alors c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un y a 20 appartement ans, dans le 30 16e ans. il y a 20 ans, 30 Parce ans... qu'on considère que Oui. quand il va payer la plus-value, il va payer l'impôt sur la plus-value, et il va rapatrier la valeur de... Donc l'idée derrière, c'est que quand il cède, s'il n'est plus résident, il faut qu'il rapatrie la valeur du bien. Voilà. Sauf pour les Bien MRE. sûr, avec une plus-value sur Exactement. laquelle il va être imposé. Donc là, on est Voilà. dans une autre logique, c'est récupérer les devises. C'est pour ça qu'ils ont bénéficié d'un taux d'imposition qui défie toute... ça n'existe nulle part, 2 à 5%. Aujourd'hui, même les auto-entrepreneurs, ils payent 2%. Oui. Donc, vous gagnez donc on leur a vraiment offert le tapis rouge, juste pour qu'ils reviennent, entre guillemets, sur le droit chemin par rapport à cette manne financière, parce qu'on a estimé qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation parce que les textes étaient contraignants et n'étaient pas, comment dirais-je, applicables à beaucoup de situations, et a emmené beaucoup de nos concitoyens à se retrouver dans l'illégalité. Donc ils ont dit, OK, on fait rastable du passé, vous payez 2, 5 ou 10, et puis voilà, mais pour Alors, le futur... vous avez dit tout à l'heure, dans d'autres pays, ils n'en étaient pas à leur premier coup d'essai dans les amnisties fiscales. J'ai un tweet qui nous demande, on parle, je ne sais pas qui parle, on parle d'une nouvelle fenêtre l'année prochaine pour le rapatriement des avoirs à l'étranger. Vous en avez entendu parler ou pas? Une nouvelle contribution. Oui, non. Ça, c'est sur le plan politique, ça fait pas très sérieux. Hein. Je pense pas avec les élections. Hein. Ça ferait pas très sérieux. C'est pas très Et sérieux. aussi avec de- les élections, ça va pas marcher. Mais est-ce que ça serait- une ça- amnistie tous les 2 ans, c'est un peu pas très sérieux. Si effectivement on remonte, comme je disais tout à l'heure, l'eau et l'huile, vous avez l'information, vous dites, aujourd'hui on a tant de personnes qui En sont... gros, on aurait pu avoir plus. Là, je Oui. rappelle le Je veux chiffre, dire, 28 milliards. Si on dit 60 milliards de dollars, si on dit qu'on a 60 milliards de dollars qui sont normalement considérés comme étant illégalement donc, dans le circuit. Voilà, Donc, on récupère, aujourd'hui on récupère 1 milliard, 1 milliard. un peu moins d'1 milliard. Non, 27 milliards, donc voilà. on identifie 27 milliards, mais on cache, donc on peut dire, allez, 3 milliards sur 6, donc on est loin du compte. Donc il y a une fenêtre de tir. Rien n'interdit que maintenant que la première se soit bien passée, qu'il y ait des personnes qui aient intérêt à ce qu'ils chuchotent dans l'oreille pour dire, ben voilà, refaites et peut-être maintenant on va y aller parce qu'effectivement, la règle de l'OCDE, donc on pensait que ça allait démarrer le début janvier, mais ils peuvent revenir sur les 4 ans, comme je disais tout à l'heure. Si maintenant on revient sur les 4 ans, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se croyaient malins, qui ont rapatrié, qui ont basculé il y a 1 an ou il y a 1 an et demi, qui peuvent dire aujourd'hui, si je le fais pas, je suis mort. Donc Mais ça ne peuvent- m'étonnerait pas. Non, non, mais c'est pas ils ça. peuvent, Alors, ils Mounia peuvent Mrzar, rapatrier. Ils peuvent il nous reste rapatrier. 1 minute, Mounia Mrzar, Oui, quand même, d'accord. parce que Non, pour les MRE, rapatrier, mais hein, en payant plus. Maître Pardon. Eleni. On continuera après, vous inquiétez pas. Mounia Mrzar, par rapport aux MRE que nous regardons, il nous reste vraiment 1 minute. Juste, aujourd'hui, on peut dire aux MRE qui peuvent être rassurés. Ah oui, complètement, qui peuvent être assurés et que dans quelques semaines, une fois que les textes seront publiés au bulletin officiel, ils vont pouvoir, pour les ex-MRE qui se trouvent ici, procéder à la déclaration. Et puis pour les MRE qui souhaitent venir s'installer, qu'ils vont avoir 1 an pour pouvoir déclarer tranquillement leurs biens et leurs avoirs. Et je pense que c'est clairement une vraie avancée pour notre communauté. Et on leur dit marhaba. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. 60 minutes pour comprendre, c'est fini. Je vous souhaite une excellente soirée sur Médien TV. Si vous nous avez pris en route, ne ratez pas la rediffusion. Excellente soirée, à demain. Merci.